En Amérique centrale, avec des questions environnementales, des populations autochtones et l'environnement. À 17h ici, William Atkins, un Britannique qui nous emmène dans les déserts, et que les déserts en fait ne sont pas que des lieux inhabités. À 18h15 à l'amphithéâtre, donc Sabrina Krief qui nous parle qui a vécu donc en Ouganda avec les chimpanzés. Voilà. Et nous terminons ce soir avec Sonia et Alexandre Poussin autour de leur voyage de 4 ans à Madagascar. Donc vous avez le programme, donc vous pouvez vous inscrire à différents rendez-vous, même cet après-midi. Voilà, moi j'arrête tout et je laisse la parole à Christelle. Merci. Merci Benoît. Merci et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette rencontre. Je suis en la très bonne compagnie de Catherine Faye et de Marine Saint-Clémente. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue à vous, mesdames, mes deux dames, pour nous parler de ce récit. C'est un récit où vous êtes partis sur la trace de deux autres dames. L'année des deux dames est donc parue aux éditions Paulsen. Il est paru l'année dernière et il va nous emmener presque un siècle en arrière sur les traces de deux personnalités hautes en couleur dont on va pouvoir parler dans quelques instants. Auparavant, je vous présente l'une et l'autre. Catherine, vous êtes journaliste indépendante, plutôt à tendance voyage, je dirais, géo, ouais, nature, géo et voilà, voyage et nature. Vous avez d'ailleurs passé votre enfance à l'étranger. C'est peut-être ça qui a placé de petites graines dans votre esprit. Notamment, vous avez grandi en Argentine et en Égypte. Et puis, donc vous vous tournez vers le journalisme indépendant et je crois que cette notion-là est très importante pour vous. Vous êtes depuis peu, vous êtes passé à un autre type d'écriture, l'écriture romanesque, avec L'Attrape-souci, suivi de L'Heure blanche, tous deux parus aux éditions Fayard. Je signale d'ailleurs que L'Heure blanche a été Grand Prix du livre Avjet en 2021. Et vous publiez donc L'année des deux dames en compagnie de Marine Saint-Clémente. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes également journaliste au Figaro Voyage. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes porté par la découverte de territoires inconnus, méconnus et de populations aussi. Et on verra d'ailleurs qu'il y a un moment où justement vous vous exprimez sur ce sujet dans le livre. La littérature, les voyages, les histoires individuelles et collectives, c'est ce que vous avez en commun, au-delà de 2-3 années d'écart. Donc que je me permets de citer parce que justement on verra que dans le roman elles ne sont pas sans incidence. Et puis je signale aussi que L'année des deux dames a reçu le prix Jules Verne. Et c'est important de le dire ici à Nantes. J'imagine que ce prix était important pour vous deux. Alors c'était très important, bonjour à tous, et d'autant plus que ces deux femmes dont nous allons parler sont bretonnes. Et se sont beaucoup baladées ici et beaucoup de personnes, peut-être certains parmi vous les connaissent ou en ont entendu parler. Donc c'est toujours un plaisir pour nous d'échanger avec des gens qui peuvent nous apporter d'autres choses encore sur elles. D'accord. Donc effectivement, si jamais certains ou certaines d'entre vous connaissent les deux personnalités dont on va parler, n'hésitez pas à vous rapprocher des deux romancières. Et puis, je signale d'ailleurs que nous allons avoir un échange à l'issue duquel vous serez bien entendu invités à poser les questions que vous souhaitez et si vous le souhaitez. Alors, ces deux dames dont nous parlons, ces deux dames qui ont un parcours si singulier, quelles sont-elles ? Il y a tout d'abord Odette de Puygaudot et Marion Sénon, toutes les deux. Qui sont-elles et pourquoi elles ? Qu'est-ce qui vous a attiré sur leurs traces, les traces de ce grand voyage qu'elles ont entrepris en Mauritanie ? Avant peut-être de nous dire pourquoi est-ce qu'elles sont parties donc au milieu des années 30 se perdre comme ça dans les sables mauritaniens, peut-être nous dire qui elles étaient, d'où elles venaient, quel était leur parcours d'origine.
Alors, Odette Dupuy-Godeau et Marion Sénone sont nées au début du XXe siècle. Et peut-être que ce qui est aussi intéressant, c'est de dire comment on est arrivé jusqu'à elles. Ce qui est intéressant chez ces deux femmes, c'est leur rencontre. Et leur rencontre va provoquer le premier voyage qu'elles vont faire en Mauritanie, suivi d'autres voyages et qui va transformer leur vie. Nous, on s'est rencontrés aussi lors d'un reportage au Qatar, dans un autre désert. Et cette rencontre a été importante puisqu'on est devenus amis et on a eu le désir de partir en voyage ensemble. Et c'est le hasard qui nous a mises sur les traces de ces deux aventurières, sur les quais de Seine à Paris. On s'était retrouvés pour aller boire un verre et on est tombé sur la couverture d'un ouvrage d'Odette Dupuy-Godeau, Pieds nus à travers la Mauritanie, qui nous a attirés, un petit peu intrigués, puisqu'il y avait une carte, c'était une vieille édition, la couverture est dessinée à la main, la carte de la Mauritanie. On connaît bien l'Afrique toutes les deux, mais la Mauritanie, on ne la connaissait pas. D'ailleurs, c'est vrai que peu de gens connaissent ce pays. Pas mal de personnes ne savent même pas où situer ce pays sur la carte de l'Afrique. Et lorsqu'on a ouvert le livre, on est tombé sur une photographie de ces deux femmes, et l'une d'elles ressemblait étrangement à l'une d'entre nous deux. Et c'était le début de cette aventure. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On a lu ce livre. On s'est dit qu'en plus, cela justifiait le fait qu'on parte à deux femmes sur les traces de deux femmes. Alors, qui sont ces deux femmes ? Alors, le petit côté biographie. Alors, Odette Dupuy-Godeau est née à Saint-Nazaire. Elle a d'une famille, d'une aristocratie un peu déchue. Son père est peintre à l'école de Pont-Aven, Ferdinand Dupuy-Godeau. Elle a eu une enfance assez singulière. Son père voulait absolument un fils et Odette allait endosser ce rôle. Donc elle n'allait pas à l'école, mais il lui apprenait à tirer au fusil, à rouler des cigarettes et à faire des cabanes dans les arbres. Donc un peu particulier. Et Marion... C'est la seule, elle est enfant unique. Il n'y a pas de garçon pour il n'y a pas de garçon. compenser. C'est ça, sa mère n'a jamais pu avoir d'enfant à la suite et ça a été très marquant pour elle dans sa construction. Et alors Marion, à l'inverse, elle est née à Rennes et elle a grandi dans une famille... un peu bohème, alors bourgeoise mais bohème. Sa mère recevait des artistes parisiens, sa vie était un peu une fête, un grand spectacle, tout le monde défilait, enfin c'était une enfance très joyeuse. Une certaine notion de liberté pour l'une et l'autre, hein. Outre le territoire breton, il y a vraiment cette liberté et peut-être une construction un peu en marge des attendus de la société de l'époque. Ça aussi, c'est quelque chose qui les rassemble toutes les deux, avant même leur rencontre. Oui, tout à fait, avant leur rencontre. Et puis après, donc, quand l'une et l'autre se retrouvent à Paris pour des raisons différentes, et c'est ça, donc on va peut-être un peu vite, mais ça explique aussi les raisons de leur départ. C'est-à-dire qu'elles sont toujours un peu en décalage avec est-ce qu'on attend d'elles, est-ce que la société attend d'elles. Odette, toutes les deux ont un lien avec la presse, mais Odette, par exemple, est journaliste. Elle rêve d'embarquer avec le commandant Charcot qui lui écrit, on a vu cette lettre de refus, qu'il est hors de question qu'elle monte à bord parce qu'elle va perturber l'équipage masculin vu que c'est une femme. Elle ne pouvait pas exercer librement en tant que journaliste parce qu'à l'époque, dans les années 30, les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans les banques, à s'installer dans les cafés des Champs-Élysées. Donc elle se travestissait en homme pour pouvoir faire tout ça. Et à un moment, elle en a eu marre. Alors, oui, de liberté, oui, mais de liberté et de contrainte, je dirais. De liberté par la nature, par leur métier, par leurs rêves, leurs projets, par l'art, puisque Marion vit dans un milieu qui est, totalement artistique, mais de contrainte parce que Odette, depuis qu'elle est toute petite, a reçu l'injonction du père. Tu seras mon fils. Donc déjà, quelque chose la coince dans cette espèce d'identité qui n'est pas claire. Marion Sénone a une vie et vit avec des femmes et elles se rencontrent et elles ont une vie qui est quand même en marge, mais qui les contraint par rapport à la société parisienne de l'époque et par rapport à leur métier, toutes les deux. Donc je dirais qu'il y a ce jeu, cette espèce de fil un peu bancal entre les deux, et c'est peut-être ça qui va les amener à partir.
D'accord. Essayer de trouver un... Alors, est-ce que c'est un territoire de liberté ou tout simplement respirer en dehors de la France, tout simplement? De quoi s'agissait-il? Alors, on ne connaît pas les raisons précises de leur départ. Donc, il y a en effet cette frustration à être bloquées dans tout ce qu'elles font qui, on pense, est une raison majeure à leur départ. Le contexte aussi, alors elles vivaient ensemble. Couple ou pas couple, on ne sait pas vraiment, mais elles vivaient ensemble et dans le Paris des années 30, paradoxalement, c'est un peu compliqué pour les homosexuels. Il y a des assassinats. Il y a eu notamment un assassinat d'un homosexuel. Le crime du Palace. Tout à fait, qui a été très médiatique, etc. Donc c'est une ambiance un peu tendue. Et ce qui est amusant, c'est que alors, elles partent vraiment pour partir, mais la Mauritanie n'est pas la raison. Enfin, elles ne choisissent pas la Mauritanie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne voulait pas aller aux États-Unis ou en tout cas en Amérique du Nord parce qu'elle disait que c'était une région pour les midinettes et qu'elle n'arriverait rien à écrire de nouveau dessus, que tout avait déjà été dit. Et en fait, étant toutes deux bretonnes, elles vont à Douarnenez et elles trouvent un langoustier qui part dans quelques semaines sur les côtes mauritaniennes, et elles se disent on va embarquer à bord de ce langoustier. Donc elles négocient un peu, mais c'est pas très compliqué, et elles embarquent. Oui, c'est vraiment un basculement, un changement de vie. Elles partent finalement pour réécrire leur vie et réécrire leur vision du monde. Et je pense que plus pour Odette que pour Marion, pour explorer cette identité un peu trouble. Et au travers des populations qu'elles vont croiser. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est au travers des populations mauritaniennes, enfin des morts blancs, des morts noirs, des haratines, etc., qu'elles vont se poser des questions sur ce qu'elles sont ou ne sont pas. Donc cette Mauritanie qu'elles vont découvrir, c'est la Mauritanie du début des années 30. Précisément, elles arrivent en 1934 et elles feront 3 voyages. Cette année de 1934, elles donnent d'ailleurs son titre à votre livre. Est-ce qu'on peut expliquer parce que l'explication est vraiment très jolie. Et puis après, on va entrer à votre suite dans les sables du désert. Oui, tout à fait. En fait, en Mauritanie, jusque dans les années 70 à peu près, on ne nommait pas les années par un chiffre, mais par les événements. Donc il y avait l'année des sauterelles, l'année de la sécheresse, etc. Et l'année 1934, les morts étaient tellement ébahis devant ces 2 blanches sur leurs chameaux en traversant le désert qu'ils ont gardé dans la chronologie locale l'année 1934 comme étant l'année des 2 dames. Donc c'est vraiment une très jolie explication pour ce titre. Donc ce voyage, alors on va le retracer brièvement avant d'en venir au vôtre, puisque vous avez souhaité mettre vos pas dans les leurs. Donc elles arrivent à Port-Étienne. Désormais Nouadhibou, puisqu'on est encore sous la colonisation française. Donc elles sont en territoire français en fait quand elles arrivent. Ouais, alors peut-être juste pour situer un peu, la Mauritanie, ça se trouve entre le Maroc et le Sénégal. C'est un pays qui a 700 km de côte et à l'est c'est le Mali. Donc la frontière à l'est, c'est la région un peu à éviter encore. On nous pose souvent la question est-ce qu'on peut y aller ou pas? Oui, on peut y aller en évitant de se rapprocher trop à l'est. Elles vont effectuer 3 voyages. Il y a celui qui commence en 1934 et ça durera jusque dans les années 50. Donc c'est une Mauritanie qu'elles voient changer également. Ou dans quelle mesure? Oui, qu'elle voit changer, bien sûr, puisque peu à peu, ce pays va vers l'indépendance. Et il y a aussi... comment ? Surtout, ça les attriste. Bien sûr. La question de la modernité. Elle voit, en fait, elle témoigne lors de leur premier voyage d'une culture nomade qui est celle des années 30. Et puis, au fil des années, certains métiers se perdent. Et alors, nous... Oui, les traditions aussi. Et d'ailleurs, finalement, c'est ce qui va être le fil conducteur de leur voyage et de toutes les années qui vont suivre. Elles deviennent la mémoire pour les morts d'une culture qui est en train de lentement s'effacer, de disparaître, aussi bien par les textes qu'elles laissent, qui malheureusement n'existent qu'en français, que par les dessins de Marion. Et les dessins de Marion sont très importants parce
parce qu'elle a tout dessiné. Elle a dessiné aussi bien les coiffures des femmes que les bijoux, que les selles de chameau, que les khaymas, que les armes, tout y est, que l'architecture. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé lors de notre passage, puisque on avait un guide interprète avec nous et qui nous aidait à échanger avec les femmes ou les hommes que nous rencontrions. Mais on avait aussi un autre moyen d'échange qui était de montrer, de proposer de regarder les livres et les dessins de Marion à ces femmes nomades dans le désert et qui se mettaient à rire en disant, on nous traduisait, « Ah, mais tu te souviens, c'était la coiffure de la grand-mère et c'était comme ça qu'on faisait avant, etc. etc. » Donc ça c'est un élément qui est très important, le témoignage qu'elle laisse. Et les Mauritaniens connaissent bien Odette du Puy-Godot et Marion Sénone et sont très très reconnaissants de ce qui reste voilà, pour leur histoire. Oui. Et elle photographiait aussi beaucoup. Plutôt Odette. Odette dessinait aussi à la plume, c'était une façon différente. Et elle photographiait énormément pour l'époque. Elle était très bien équipée. Et je crois que ces photos sont restées à la BNF. On peut les voir en France. Oui, tout à fait. En fait, on en a eu beaucoup de chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance parce qu'on a passé des semaines à fouiller toutes les archives de la BNF. Mais il y a un fonds en fait, de 11 000 documents. Les concernant. Donc, ce qui est très amusant, c'est que le fonds n'est pas classé. Donc, faut cliquer dossier sur chaque fichier les uns après les autres. Et alors, on a tantôt une liste de courses, tantôt une lettre officielle très importante sur un refus déterminant dans leur départ. Et puis, on a des lettres qu'elles ont écrites ici et là. Donc, et en effet, il y a ces photos. Alors, pareil, un peu n'importe comment, n'importe où. Donc, on n'a pas toujours su à quelle date elles avaient été prises, où est-ce que c'était, etc. Mais en effet, il y a des photos. Il y a encore tout un travail d'archivage et de classement à mener. Et il y a une personne qui est importante qu'il faut qu'on nomme, qui s'appelle Monique Vérité, qui a écrit la biographie d'Odette du Puy-Godot, qui elle a beaucoup travaillé, a rencontré Odette du Puy-Godot à la fin de sa vie et qui a un certain nombre de documents aussi et qui nous a beaucoup aidés dans la préparation de notre voyage et pour donner une base solide à notre quête. Et puis surtout, grâce à qui on a pu avoir entre les mains les carnets. Alors on appelle ça les carnets secrets. Finalement, c'est pas les carnets secrets, mais ce sont leurs carnets de voyage. Donc c'était déjà très émouvant d'avoir entre les mains ces carnets qui les ont accompagnés dans le désert et dans lesquels elle raconte une réalité très différente de ce qu'elle raconte dans les livres. Donc c'était aussi amusant pour nous de découvrir l'envers du décor. On avait presque leur pensée dans les carnets secrets. Vraiment, genre, c'est un cauchemar, c'est cochon. Enfin, c'est vraiment... Alors qu'après, vous prenez le livre, et alors, ce sont des descriptions très belles, d'ailleurs, parce que Odette a une très jolie plume. Et donc, oui, on rentre... C'est comme d'entrer, finalement, dans leur... Dans les coulisses, dans les arrière-pensées. Là-dedans. Et on va y venir, justement, parce que vous les avez découvertes aussi. Ce voyage, c'est sur leurs traces, et c'est aussi sur les traces de leur personnalité. Alors, venons-en à votre voyage à vous. Donc, je le disais, il y a eu 3 voyages successifs qui se sont étalés sur près de 20 ans. Et vous ne disposiez que de 2 mois pour partir et faire ce trajet. Alors, qui, bien sûr, va vous emmener sur la côte et puis beaucoup plus à l'intérieur des terres, avec notamment à un moment une véritable méharée à travers le désert par 50 degrés, là où la soif devient une véritable obsession. Mais donc vous partez avec des guides qui successivement vont vous guider et puis se faire l'intermédiaire pour pouvoir vous permettre de vous exprimer avec les populations. Donc c'est tout d'abord Nouadhibou, avec cette villa où elles ont séjourné, elles aussi. Cette villa, alors vous commencez en fait ce voyage de façon mythique parce qu'il y a dans cette villa le souvenir d'autres explorateurs, c'est la villa des pilotes. Oui, alors pour nous, c'était très important déjà d'arriver au même endroit qu'elles. Donc elles sont arrivées par l'océan à Nouadhibou, Port-Étienne, qui était un tout petit port d'ailleurs à l'époque, qui maintenant est la capitale économique de la Mauritanie. Ça a un peu changé par rapport à ce qu'elles en disaient. Et alors nous, on est arrivés, ne pouvant pas arriver par la mer, on est arrivés par le Maroc, le sud marocain. Donc on a traversé la frontière qui est déjà
une étape pas la plus évidente parce qu'il y a une borne, il y a une zone de non-droit en fait qui est reconnue par aucun État des Nations Unies, une bande de 4 km entre le Maroc et la Mauritanie. Donc on traverse cette zone à pied, on arrive en Mauritanie et après on a retrouvé notre interprète et l'équipe qui allait nous suivre de l'autre côté de la frontière. Et là on est arrivé à Nouadhibou, donc comme elle. Avec Mamine, l'érudit, votre guide, très érudit, très... Tout à fait. Oui, qui nous a accueillis en ouvrant son boubou, en nous disant que ça faisait 20 ans qu'il nous attendait. Il connaît des passages entiers de livres d'Odette Dupuy-Godot et c'est vrai qu'il attendait finalement que quelqu'un vienne reprendre le flambeau. Et ça a été aussi notre rôle, c'est-à-dire de vraiment, on continue cette chaîne pour continuer à raconter ce qu'est ce pays, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, les beautés, les difficultés, etc., qui ne sont pas forcément les mêmes que ce que Odette et Marion ont connu. Quoique, on a quand même trouvé pas mal de points communs également. Et puis voilà. Et donc cette villa, revenons-en, on est très bavarde, mais en effet, donc à Nouadhibou, c'était donc anciennement Port-Étienne, c'était l'une des escales de l'aéropostale. Donc cette villa où elles ont dormi a aussi accueilli Saint-Exupéry, Guillaumet, Mermoz, etc. et tous les pilotes qui faisaient une halte souvent d'une nuit ou de quelques nuits pour reprendre un peu leur force. Et ce qui est particulier, c'est que à cette époque, la Mauritanie n'était pas pacifiée. Et c'était une étape un peu redoutée par les pilotes de l'aéropostale parce qu'il y avait des razzias, donc des enlèvements, etc. Et Saint-Exupéry en parle pas mal dans Terre des Hommes de Port-Étienne, comme vraiment de l'escale où il fallait pas rester très longtemps. Un lieu dangereux. Et Nouadhibou est aussi le temps de la rencontre avec quelqu'un qui a été assez important au début de notre voyage, le consul de Nouadhibou, qui a été déjà une rencontre un peu particulière parce que moi j'étais partie, je m'attendais à ce que ce soit un consul tout vêtu de lin blanc avec une canne, avec un pommeau en argent, et quand le monsieur qui nous a accueillis avec un short, une sorte de t-shirt un peu déglingué, etc. Et que je lui ai demandé, mais est-ce que monsieur le consul est là? Il m'a dit, mais oui, c'est moi. Il ne savait absolument pas qui était Odette Dupuy-Godot et Marion Sénone. Mais ce qui a déterminé notre voyage, c'est qu'il nous a dit, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème ici. Parce que quand même, nous avons voyagé en 2019, fin 2019. Et le pays avait été fermé un certain nombre d'années suite aux assassinats qui avaient eu lieu en 2010. Et on avait... Alors, on n'est pas vraiment inquiètes. Nous, on y allait un peu la fleur au fusil, mais il y avait quand même des mises en garde. Et lui, il nous a dit, mais non, mais pas du tout, vous y allez, vous allez où vous voulez. De toute façon, au pire, on arrivera, on viendra vous chercher. Et curieusement, là, on vous raconte ça peut paraître bizarre, mais quand vous êtes sur place, vous vous dites, ah ouais, d'accord, ok. Donc, ça nous a ôté toute appréhension, on était totalement détendus. Et c'est ce qui fait qu'on a eu ce petit écart au milieu du voyage, quand on s'est un peu trop rapproché de la frontière malienne, à Rachid, où on a vécu une petite mésaventure. Oui, vous voyez un 4x4 s'avancer vers vous et... Je ne raconte pas, mais ce 4x4 quand même est très très inquiétant à ce moment-là. Oui, effectivement, c'est important ça, cette notion du danger qui, en fait, une fois sur place, diminue par rapport à ce que l'on peut imaginer lorsque l'on est sur son canapé devant le journal du 20h, par exemple. Bien sûr, et puis nous, alors notre récit s'est vraiment construit au fil des rencontres. On partageait l'intimité des gens très vite, on était dans les familles, donc on perd un peu cette notion de danger, de problèmes géopolitiques. En fait, on parle pas de ça quand on est dans les familles, et ça n'atteint pas leur quotidien. Ils ne se sentent pas concernés pour eux, ce sont des choses qu'on dit dans d'autres pays à la télé, mais donc c'est vrai qu'on a tendance à perdre un peu cette notion de... Alors, danger, c'est un bien grand mot, mais en effet, Vous êtes vraiment... vous étiez en confiance. Vous étiez en confiance et puis surtout désireuse de rester sur leurs traces. Qu'avez-vous... parce que vous n'avez pas pu aller partout où elles sont passées. Comment avez-vous construit votre voyage, les étapes de votre voyage avant qu'on vienne sur celles qui vous ont marqué ?
On a réuni tous leurs voyages, enfin on a essayé, on a fait au mieux, en un seul voyage, donc de 2 mois. En Il nous manque une carte, en fait. Oui, c'est ça, en une sorte de boucle. Donc la Mauritanie, vous imaginez, c'est entre le Maroc et le Sénégal. On est arrivé donc par le nord, on a longé en lanche, c'est-à-dire en bateau comme elle, la côte à peu près sur la moitié du pays. Puis ensuite, on est entré dans le pays par le sud et on a fait une boucle en passant, voilà, c'est là où on s'est rapproché un petit peu trop près du Mali, jusqu'à dans l'Adrar, que les voyageurs connaissent bien, puisque c'est dans l'Adrar que se situent Chinguetti, Ouadane, voilà. Les villes classées à l'UNESCO, en tout cas de la Mauritanie, où il y a un patrimoine très riche. Mais en passant par les petites oasis où elles étaient passées, les endroits, alors parfois en ne retrouvant pas ce qu'elles avaient évidemment connu, puisque des bâtisses avaient disparu sous les sables, etc. Mais à certains moments, c'était même plus que de retrouver des lieux où ils étaient allés. On s'est retrouvés une fois, c'était à Chinguetti. On nous invite, on rencontre des personnes que le grand-père avait croisées, s'était souvenu de ces dames qui avaient traversé le Sahara à dos de chameau. Et il nous amène chez un autre monsieur qui nous reçoit pour prendre le thé. On s'installe. Et là, un truc bizarre nous arrive. On se regarde avec Marine et on se dit, mais c'est la photo d'Odette et de Marion, elles étaient là. Et en fait, on nous a fait installer exactement au même endroit qu'elles. C'est-à-dire qu'on était positionnées toutes les deux au sol, assises comme ça, en tailleur, au même endroit qu'elles, avec les 3 petits triangles qui étaient derrière nous. Et à ce moment-là, et c'est quelque chose qui nous est arrivé souvent pendant le voyage, on était comme habités et traversés par elles. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on a réussi à mieux les rencontrer, à mieux les appréhender et parfois même à être déçus par nos aventurières. Alors juste oui, dans la construction aussi, ce qui est important, c'est comment on a décidé d'aller là ou là, parce que quand on prend la carte et qu'on n'y a jamais mis les pieds, ça nous semble être un vaste désert et puis c'est tout. Mais elles ont écrit 8 livres. Donc dès qu'on les a lus et relus, et dès qu'on voyait le nom d'une personne ou d'une ville ou d'une oasis, on notait, on soulignait, et on est passé par tous les endroits. Donc évidemment, des fois, ça n'existait plus, ou personne ne connaissait la personne dont on avait noté le nom, etc. Mais des fois, on a fait des superbes rencontres, et c'est aussi comme ça qu'on a rencontré notamment un centenaire qui les avait accueillis dans sa famille. Ahmed Val, tout à fait. Et là, c'était une rencontre extrêmement émouvante. On peut en parler de cet homme de grande stature, très impressionnant, qui lui-même a eu un parcours... alors, je ne sais plus, il était diplomate ou... Tout à fait. Hein, et oui, quelqu'un d'une stature aussi bien morale qu'intellectuelle. Tout à fait. C'est lui qui fait la transmission. Et alors, ce qui était formidable, c'est que ce monsieur parlait français. Donc quand on est, alors je vais pas dire débarrassé de cette barrière de la langue, parce que notre interprète était formidable et très discret, mais ça crée un lien encore un peu plus fort. Et oui, direct du moins. Tout à fait. Et il avait 18 ans quand Odette et Marion sont passées dans son village, et elles ont dormi pendant, alors il se souvenait plus, mais 1 semaine ou 2, dans sa famille. Et alors, il nous a livré des anecdotes. Et c'est aussi au fil de ces rencontres que, justement, ça rejoint votre question, qu'on a appris à les connaître et à connaître aussi les facettes un peu moins glorieuses. Parce que, alors, au début, quand on rencontre les gens, ah bah oui, bien sûr, elles étaient formidables, c'était super ce qu'elles faisaient, etc. Et puis après, quand on passe 1 nuit, 2 nuits chez les gens et puis qu'on gratte un peu... finalement, elle était quand même un peu désagréable. Donc, il y en a. Odette était particulièrement terrible, hautaine, méprisante parfois. On resitue dans le contexte aussi, mais très colonialiste dans son attitude. D'ailleurs, dans ses ouvrages, elle parle que des morts blancs. La Mauritanie est un pays assez compliqué en termes de division ethnique. Enfin, il y a vraiment une multitude d'ethnies, mais les ethnies, enfin les morts, ce qu'on appelle les morts, se divisent en 2. Il y a les morts blancs et les morts noirs. Les morts noirs qui sont les descendants des esclaves. Et du coup, elle avait beaucoup de mépris envers ces morts noirs dont elle n'en parle pas. Elle n'a pas dessiné leurs coutumes, etc., comme elle a fait pour les morts blancs, ce qui est l'un des gros problèmes pour nous de leurs ouvrages. Mais voilà, donc on se rendait compte de qui elles étaient vraiment
dans toutes leurs facettes. Et Marion, à l'inverse, était là un peu pour arrondir les angles et apaiser. Beaucoup nous ont dit heureusement que Marion était là, parce que sinon elle aurait été détestée en Mauritanie. Oui, ça serait... Et c'est toute leur histoire, ça d'ailleurs. C'est Odette qui fend la nature, qui avance comme une qui n'a peur de rien, qui peut être aimable et très désagréable. Marion qui est toujours là derrière et qui tempère. Et en même temps, c'est ça aussi qu'on a trouvé intéressant, c'est on parle souvent de voyageurs qui partent seuls. Voilà, elle est partie seule, etc. Mais on peut aussi vivre une aventure, partir à 2 ou à 3. Et c'est très riche, très intéressant. D'ailleurs, pour nous, c'était très intéressant. En plus, on a nos 2 regards. On a 30 ans qui nous séparent. Donc, c'était quelque chose de très enrichissant pour l'une, pour l'autre. Et on espère dans le texte aussi avec... Ça transparaît, effectivement. Voilà. Et donc, dans leur histoire... Et donc, elles deux étaient indispensables l'une à l'autre. Et je pense que Odette n'aurait pas fait le voyage qu'elle a fait sans Marion. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles sont parties à ce moment-là. C'est quand elles rencontrent Marion, elles sont parties, elles se connaissaient depuis à peine 1 an quand elles sont parties ensemble. Donc c'est tout d'un coup quelque chose qui se complète et ça y est, c'est bon. Ça va marcher parce que c'est ensemble. Ça fonctionne bien, ça ne fonctionne bien ensemble. Il y a aussi cette ambiguïté du fait de n'avoir jamais essayé d'apprendre la langue. Et ça, c'est quelque chose qui leur sera reproché parce que quand elles reviennent de leur voyage, elles essayent de vivre, de donner des conférences. Elles ont essayé de vendre des objets aussi. Elles ont envoyé des caisses d'objets. Bon, vous ne vous attardez pas sur ce point, mais c'est vrai que on peut dire les choses comme ça, mais elles sont aussi en marge de cette société d'ethnologues, enfin de l'ethnologie qui est en train de se construire, de se constituer, et elles regrettent qu'il n'y ait pas de possibilité d'être ethnologue amateur ou je ne sais plus comment elles disent, mais autodidacte, ethnologue autodidacte. Elles ont beaucoup souffert de ça, alors Odette avait un gros désir de reconnaissance déjà quand même, ce qui est important de dire, mais elles ont souffert du décalage, et d'ailleurs que nous on ressent parfois en étant journaliste, entre la personne qui part sur le terrain et qui revient avec plein de choses à raconter et la réalité des gens qui sont dans les bureaux à Paris qui vous disent mais finalement la Mauritanie, mais qui ça intéresse? Et donc elles étaient vraiment, alors plus que frustrées, elles étaient en colère de ça, qu'on n'écoute pas ce qu'elles avaient à dire, qu'on n'utilise pas la matière qu'elles avaient rapportée. Et on a lu d'ailleurs, enfin on a trouvé des lettres d'Odette écrivant à des rédacteurs en chef ou à des directeurs de musées. On comprend pourquoi elles se sont fâchées avec beaucoup de monde. Voilà. Mais en tout cas, on peut comprendre aussi cette frustration de leur part, parce qu'elles faisaient des voyages qui s'étiraient dans la durée. Elles y sont allées plusieurs fois. Elles sont devenues expertes en quelque sorte du pays. Elles partageaient un peu le terrain plus tard avec Mono, mais voilà, elles sont devenues expertes du pays et leur voix n'avait pas la place de s'exprimer. Et ce que vous dites est intéressant, le fait qu'elle n'ait pas appris la langue. Oui, parce que d'autres le faisaient. Mais bien sûr. On parlait d'Isabelle Everhardt, d'Ella Maillard. Bien elles sûr. essayaient bien véritablement. Même Théodore Monod. En fait, elle raconte une histoire, leurs aventures, enfin comme beaucoup d'aventuriers d'ailleurs, à leur manière. Elles racontent ce qu'elles ont envie de raconter, mais en fait, il y a des moments où effectivement elles vivent des choses très très complexes, mais elles vont finalement de poste français en poste français. Et elles ont dans leur sac chacune une robe en mousseline de soie blanche, du rouge à lèvres et de la poudre qu'elles mettent dès qu'elles arrivent dans les postes français. Je peux vous dire que nous, on n'avait pas de robe en mousseline. Oui, mais du mascara, et qui ne coulait pas, même à 50 degrés. Je vais tout dire. Mais alors, effectivement, oui, et elles ont quand même cette ambiguïté, ce positionnement de reine outragée. Vous l'utilisez aussi quand elles trouvent que la literie n'est pas de leur goût, etc. Mais alors, voilà, c'est toute l'ambiguïté de ce voyage. Toutefois, c'est quelque chose qu'on peut reprocher aussi dans notre époque actuelle. Alors elles, quand on lit leurs écrits, on a l'impression que leur voyage a été un long fleuve tranquille. Quand on lit les carnets, ça a été un enfer. Elles étaient malades tout le temps, elles avaient des gros problèmes intestinaux, elles ont quand même dû interrompre leur voyage pour qu'Odette aille se faire couper une phalange au Sénégal parce que c'était en train de nécroser. Enfin, c'était quelque chose. Et justement, on a voulu aussi, nous, dans notre récit, dire quand c'était dur.
parce que on a tendance, quand on écrit un récit de voyage, à vouloir un peu mettre de côté les moments où ça n'allait pas et où c'était difficile. Et c'est on est toutes les deux lectrices de nombreux récits de voyage, et c'est ce qu'on ressent aussi en tant que lecteur. On se dit, ah là là, ils font des choses fabuleuses, mais comment ils font ça aussi facilement? Et c'est très lié à souffrant aussi. C'est ça, et c'est très lié à cette notion d'exploit sportif. En fait, finalement, on cherche toujours à aller plus loin et à faire des choses plus dingues. Enfin, nous, quand les gens nous disent, vous avez été courageuse de partir, ah ben non, on n'a pas été courageuse, non, mais on a bavé. Donc c'était important, c'était important pour nous d'être aussi honnêtes dans le vécu de notre voyage. De dire notamment, alors je pense notamment à votre traversée du désert. Alors, je veux pas dire que c'est au figuré, c'est simplement, c'est au propre, mais c'est véritablement une épreuve, enfin, que vous ne cachez pas. Même s'il y a le plaisir, hein, bien sûr, des grands espaces, et puis et ce moment où enfin vous pouvez le faire à dos de chameau. Alors, au début, vous êtes déçus de ne pas pouvoir le faire à dos de chameau, puis après, finalement, ça dépend pour qui. Alors, une épreuve. Bon, on est parti 3 semaines, donc en autonomie à dos de chameau. Et sincèrement, c'est la chaleur qui était le plus insupportable, parce qu'on est parti à une période quand même qui est difficile, en octobre-novembre. Voilà. Pour le reste, c'est une épreuve qui devient justement le moment de basculement où vraiment on entre dans ce qu'est le désert, dans ce qu'est aussi le lâcher-prise, un autre temps, une autre façon de voir le monde, de se voir, d'être ensemble avec nos chameliers, avec qui on a tissé une relation mais extrêmement amicale, dans des détails, de s'arrêter entre 10h du matin et 16h parce qu'il fait trop chaud sous un acacia, et de partager un thé, un regard, le bras qui se tend et on reçoit le thé. Ça peut paraître comme ça, mais en fait on perd ces notions-là aujourd'hui de ces temps-là, de ces petits temps tout simples, juste d'un partage, d'un moment où on est ensemble, sans se parler, sans qu'il se passe rien, sans musique, sans bruit, sans télé, sans rien. Oui, et puis de la notion, alors du vivre ensemble, c'est un terme un peu galvaudé, et c'est un peu niais de dire ça, mais en fait, quand on est en autonomie dans le désert, il faut que tout le monde aille bien. Parce que s'il y en a un qui va mal, l'aventure s'arrête pour tout le monde. Et alors, ce sont des détails, mais voilà, donc Catherine en parlait, ce temps où on est à l'ombre d'un acacia, parce que en fait, la journée dans le désert, on part très tôt, vers 4-5 heures du matin, on marche, ou on est sur les chameaux jusqu'à 10 heures, après on s'arrête, on est à l'ombre jusqu'à 16 heures, et après on repart. Parce qu'avec la chaleur, c'est épouvantable, et pour les bêtes, et pour nous. Mais c'est les bêtes qui priment dans la méharée. Et voilà, c'est de faire attention à ce que il y ait pas d'épines d'acacia là où l'autre va s'asseoir, à ce que il se brûle pas avec quelque chose. Enfin, c'est vraiment l'attention constante portée aux autres. Et pour les chameaux, en fait, on n'a pas vécu les choses de la même manière. Moi, je me suis dit, je pourrais jamais passer 3 semaines comme ça sur un chameau. Je vais déglinguer, mon dos va se briser en 1000 morceaux, je vais décéder, bref. Et Marine me dit, mais non, ça va être génial, etc. Excepté que moi, on m'a donné le chameau de la vieille. Donc un chameau un peu tranquille. Et j'ai été super bien là-haut dans mon bateau, où je dominais le désert comme ça, je m'endormais à moitié. Tandis que Marine, on lui a donné le jeune chameau. Qui n'était pas encore dressé et qui a été surnommé le jeune fou. Voilà. Voilà. Et quand on sait, en plus, au début du récit, que vous avez une petite tendance au mal de mer... Voilà, c'est ça. Donc, non seulement ça tanguait, et puis j'étais aussi... Je faisais un peu de rodéo. Donc, moi, j'ai fait, disons, 2 jours de chameau. Puis, je suis descendue. Et après, alors, il y avait Catherine qui était Don Quichotte sur son dromadaire, comme ça. Et alors, moi, j'étais Sancho à côté, à marcher dans le sable et en transpirant à grosses gouttes. Mais bon... Voilà, ça fait partie. C'était la mer et il fallait la vivre. Vous faisiez le pain d'ailleurs. J'aime bien vous aviez quand même ce rôle. Ce n'était pas simplement vous laisser conduire. Vous participiez. C'était vraiment. Oui, plein d'autres choses aussi. Les massages. Alors, ce qui est les massages avec une baguette. Oui, en fait, les massages du chamelier, c'est avec un bâton. Mais il vous fait rouler sur le dos, hein. Oui, puis qui tape un peu aussi. Mais ce qui est chouette aussi, c'est justement c'est là où on découvre aussi une façon de vivre, et puis aussi de partager l'intimité. On était avec des hommes musulmans,
mais ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, nous on dormait d'un côté, eux de l'autre côté, mais jamais ils ont été mal à l'aise ou on a été mal à l'aise. Jamais ils nous ont imposé quoi que ce soit. Ils faisaient leurs prières plusieurs fois par jour. C'était voilà, enfin tout s'agençait bien. Il y avait une sorte de symbiose et aucun problème de ce côté-là. Et ça, c'est important de le dire, je pense. Oui, et puis quand on arrivait, qu'on savait, donc on se repérait, on connaissait l'heure avec le soleil finalement, parce que ça, au début, on était un peu inquiète à l'idée de ne pas avoir nos téléphones portables, parce que ce qu'il faut dire aussi pendant 3 semaines, c'est qu'on n'a aucun contact avec le monde extérieur. Alors on est toutes les deux journalistes, un peu accros quand même à l'actualité, en tout cas c'est notre vie, enfin c'est notre métier. Là, et puis des vies perso aussi. Des vies perso. Catherine a un fils qui avait des examens importants à ce moment-là. Moi, j'allais me marier. Enfin voilà, on avait toutes les deux des gens dans nos vies et on coupe de tout pendant 3 semaines. Et ça nous a embêtés 2 jours. Voilà, quand on leur a dit au revoir, on était mal. Quand même, on n'était pas voilà. Des derniers coups de fil. Et en même temps, ce sont eux qui nous ont dit allez, c'est bon. Moi, mon fils, voilà. Le dernier appel. On a réalisé que voilà, là pendant 3 semaines, il n'y aurait pas de nouvelles et c'est tout bête, hein, mais on se dit si y a un problème, si quelqu'un décède, on n'est même pas au courant et on l'apprendra 1 mois après. Donc on essayait de pas trop y penser voilà. Mais après les portables, on les a mis dans un sac et on n'y a plus du tout pensé. Et du coup, même pour l'heure, on n'a pas de montre, on regarde l'heure sur nos portables. Et là, on regardait l'heure avec le soleil. On savait exactement quelle heure il était. Et quand on arrivait sur le camp, on savait à quelle heure on arrivait. Et chacun, en effet, avait son petit rôle. Catherine sortait les paquets, les dattes, les cacahuètes. Moi, je m'occupais de faire le pain. L'interprète montait la tente. Enfin voilà, on avait chacun... Et c'est drôle parce que la notion de temps, je le disais déjà tout à l'heure, mais vraiment est complètement modifiée. C'est-à-dire qu'on ne fait rien a priori. On marche, on mange des dattes, on boit du thé, on dort, on marche, on boit du thé, on marche. Et le temps est court. Oui, il change de nature. Il change de nature. Alors pendant ce voyage, il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de moments particuliers. Vous allez rencontrer une coopérative de couturières. Vous allez rencontrer un forgeron, enfin des forgerons. Vous allez rencontrer une communauté un peu plus déshéritée, aux portes, voilà, un petit peu reléguées comme ça, et en apprendre un peu plus sur leur passé. Mais j'aimerais que vous nous disiez l'une et l'autre quels sont les moments, enfin un moment chacune qui vous a le plus marqué. Il y en a beaucoup, vous racontez beaucoup d'épisodes, mais peut-être que intimement vous en avez chacune, et je sais que ce n'est pas la même. C'est écrit dans le livre. Ce n'est pas, et je sais qu'un moment qui vous a été très cher pour vous, Catherine, n'a pas du tout rencontré le même écho chez Marine. Alors quels ont été ces moments pour l'une et l'autre? Commence-toi, parce que c'était avant le mien. C'est vrai. Alors, pour moi, le moment le plus marquant, on était à Ouadane, qui est une de ces villes caravanières classées à l'UNESCO. On est arrivé en 4x4 dans cette ville, parce que certaines portions ne pouvaient pas se faire à pied ou à dos de chameau. Et alors, c'est une cité, pour vous décrire rapidement, les maisons ont été construites avec la pierre de la colline. Donc en fait, c'est une cité qui, au loin, on ne la voit pas. Et plus on se rapproche, en plus on est arrivé au coucher du soleil, plus on se rapproche, plus on distingue ces maisons. Ça fait vraiment cité des 1001 nuits. C'est absolument merveilleux. Et dans cette cité, nous, on était un peu à l'écart. On dormait dans une auberge, ce qui était assez rare, ce qui était un moment agréable pour nous, parce que ça voulait dire parfois qu'on allait pouvoir se rincer. Voilà, c'est agréable. Et cette auberge était est toujours tenue par une femme, Zeida, avec qui on a noué une relation vraiment très intime. Et qui a la particularité, alors elle a un parcours assez impressionnant, mais au-delà de ça, c'est une femme qui est divorcée plusieurs fois. Et c'est quelque chose qui est important pour nous et qu'on aime raconter, parce qu'en Mauritanie, donc c'est une république islamique, et le divorce est très valorisé. Donc plus une femme divorce, plus sa cote augmente sur le marché de la drague.
Donc, quand une femme, donc dès qu'un mari est un peu désobligeant, on divorce. Et on le fait savoir, parce que évidemment, pour se valoriser un peu, il faut que ça se sache. Et donc, il y a des fêtes de divorce en Mauritanie où les femmes se rassemblent, elles invitent des musiciennes, et tout le monde danse, et tout le monde chante. Voilà, donc ça, c'était un moment assez savoureux à entendre. Et évidemment, moi, j'aime beaucoup danser. Et je disais à Zaïda, oh là là, mais c'est fou, est-ce que tu connais quelqu'un qui va divorcer là, dans les jours à venir? Parce que j'aimerais bien voir ça. Elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, vous en verrez, etc. Et la veille de notre départ justement pour la Méharé, on était à Ouadane. Elle nous a fait la surprise de faire venir plein de musiciennes, ses copines, etc. Et on a fait une fausse fête de divorce. Et tout le village, les hommes étaient venus, alors il y avait toutes les générations. Elles nous ont habillés avec les mélafas, qui sont les voiles traditionnels. Et on a vraiment tout le monde dansé. C'était une soirée formidable pour cette dernière soirée en ville, enfin, bien que ça ne ressemble en rien à une ville, mais voilà, avec des gens. Oui. Et c'est un moment où vous participez vraiment. Et alors vous parlez des voiles, il faut quand même dire que le voile, c'est pour apprendre à se dévoiler, en fait. Alors toutes les danses sont codées. Donc il y a des choses très rigolotes, parce qu'il y a des danses où elles imitent des crapauds qui sont un signe pareil. C'est pour dire aux hommes viens me voir après parce que tu me plais. Donc elles imitent des crapauds, ce qui pour nous est totalement bizarre. Mais il y a aussi un jeu avec le voile. Il y a plusieurs. Le voile est noué d'une certaine manière, qui fait que quand on soulève la partie supérieure, le corps est toujours voilé, mais ça dévoile un peu plus les formes. Donc elles mettent leur voile sur la tête, elles se cachent le visage et elles dansent comme ça. On voit, les hommes peuvent voir quand même un peu les courbes de leur corps. Donc il y a tout un jeu dans les danses qu'il faut apprendre aussi. Oui, c'est un moment assez trépidant et très joyeux de votre. On sent déjà un point de bascule en fait dans votre texte. C'est ça. Et pour nous, c'était la première fois, parce qu'on était toujours un peu, alors pas en retrait parce qu'on vivait pleinement cette aventure, mais on montrait des choses, on attendait quelque chose de l'autre qui nous donne une information, etc. Et là, pour la première fois, on était en communion avec tous ces gens et on faisait partie de la scène. On n'était pas observatrice, mais on était actrice. Oui. Actrice, même faire le crapaud. Carrément actrice. Même à faire le crapaud. Ce que vous n'auriez peut-être pas imaginé, mais la Mauritanie est pleine de surprises. Et même vous avez fait le crapaud, Catherine. Je le sais, c'est écrit. C'est écrit. Et vous l'avez fait, mais vous avez aussi vous-même eu aussi un moment très particulier au cours de ce voyage. Et je disais que c'est ce moment de danse et cette rencontre avec cette aubergiste qui a été importante pour Marine. Et vous, c'est ce moment où vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle l'œil de l'Afrique. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est énigmatique déjà ce nom. Alors c'était un rêve que j'avais d'aller dans cet œil de l'Afrique que j'avais vu un jour d'avion. En fait, quand vous êtes en avion où les satellites prennent des photos de cette formation géologique qui ressemble à un œil et qui, plus on s'élève dans l'espace, plus devient bleu. C'est vraiment incroyable. Il est totalement circulaire et bleu. Enfin, bleu vu de l'espace. Et donc, non loin de Ouadane, il y a ce lieu qui s'appelle le Guelber Richat, que Théodore Monod a arpenté de multiples fois. Et j'ai tenu à y aller. Et là, j'ai vécu vraiment une expérience de beauté naturelle et de communion avec la nature que j'avais rarement expérimenté, peut-être en Islande ou aux Açores, justement dans ces endroits où il y a, je pense, des glissements de plaques, où je pense en tout cas, je ressens comme une énergie très particulière dans ces lieux-là. Et donc, cette formation géologique, au départ, on a pensé que c'était une météorite géante qui était tombée là, qui aurait créé ces cercles. En réalité, ce serait un volcan qui serait retombé après être monté comme un soufflet et qui a créé comme ça plusieurs cercles que l'on traverse à travers des entrées possibles, que certains disent être le lieu de l'Atlantide. Enfin, il y a plein d'histoires autour de cet endroit. Et en fait, il n'y a rien. Il y a des cailloux, du sable, il y a 3-4 dunes qui étaient l'endroit où dormait Théodore quand sa femme Olga l'accompagnait. Et c'est vrai que la soirée que l'on a passée là et la nuit que l'on a passée là, allongée sous le ciel, mais
complètement mais recouvert d'étoiles filantes, avec cette énergie de la croûte terrestre et des cailloux. J'ai essayé désespérément de faire ressentir ça à Marine en disant mais tu sens pas. Bon, non. Mais bon, moi, je l'ai vécu comme ça intensément. C'était merveilleux. Et c'est dans ces moments-là qu'on se sent relié à la planète. Enfin, où on se dit qu'on n'est pas des êtres humains sur une terre, qu'on est un tout. Et c'est justement plus que jamais dans ces moments-là qu'on se dit qu'il faut se préserver les uns les autres. Donc, plutôt nous, de préserver la planète. C'est très beau ce moment. Moi, j'y étais dans l'œil de l'Afrique, Catherine, j'y étais avec vous. Et vous dites aussi, justement, vous venez de le dire, prendre soin les uns des autres. C'est aussi ce que vous avez appris, vous, à faire. Parce que vous êtes partis sur les traces de deux femmes qui se connaissaient à peine, depuis 1 an. C'était presque votre cas aussi. Vous ne vous connaissiez pas bien. Qu'est-ce que vous avez appris au-delà de cette amitié? Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous vous étiez rencontrés. Au-delà de cette amitié, qu'est-ce que ce voyage... Oh, merci. Regardez, on n'est pas dans le désert. Trop, en fait. On est en retard, c'est ça? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que ce voyage vous a appris l'une sur l'autre, vous a appris de votre amitié commune? Alors en effet, on se connaissait depuis 1 an. Mais très mal. On s'est rencontrés en reportage, on faisait chacune notre sujet pour notre média. On s'est rencontrés dans le désert, il n'y avait personne d'autre, donc on s'est parlé. Mais non, on a très vite accroché et on s'est dit qu'on allait se revoir, etc. Mais en effet, on est très différentes l'une de l'autre, en plus des années qui nous séparent. Et on se connaissait pas. On avait bu des verres à Paris ensemble, mais c'est tout. Des verres ou passer 3 semaines dans le désert, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'il y a ce mystère. Après, on peut pas toujours tout savoir. C'est vrai que ça peut pas... Peut-être des gens se posent des questions. Pourquoi ces 2 femmes qui ont 30 ans de différence sont devenues amies? Pourquoi partent-elles dans le désert 2 mois pour écrire un récit de voyage? Pourquoi vont-elles repartir, car nous repartons l'année prochaine, pour une nouvelle aventure sur d'autres terres et sur les traces de 2 autres femmes? Il y a bien sûr les valeurs qui nous relient. On aime la nature, la littérature, les gens, les voyages, bien sûr. Et puis, je pense qu'on est tellement différentes que c'est justement ça qui est hyper excitant et en même temps épouvantable, parce qu'on s'est engueulé, évidemment. C'est vrai. Ça devient intéressant. Voilà, il y a un moment où ça a été un peu compliqué. Je crois que l'Oasis, tous les villageois de l'Oasis de Tanouchert s'en souviennent encore de notre dispute. Mais... Ah, on a perdu la voix. J'ai tellement crié que je n'avais plus de voix. Mais oui, je pense qu'on s'est... moi, j'ai changé. J'ai changé après ce voyage-là. Je pense que toi aussi. Et dans notre amitié, Marine m'a fait changer. Et je pense... voilà que... En fait, par nos différences, on s'apporte aussi beaucoup l'une et l'autre, et pendant le voyage, mais aussi pendant l'écriture après, et tout ce qui suit, parce que le voyage, c'est 2 mois d'une aventure qui dure en fait 3 ans entre la préparation, le voyage, l'écriture, tout ce qui se passe après, de vous rencontrer, etc. Donc, on a beaucoup appris l'une de l'autre, et ce moment, cette grosse dispute qui a éclaté, nous a fait énormément de bien, parce qu'on a tout remis à plat. Et pour moi, ça a été très salvateur. Oui, et puis bon, les conditions étaient... on a eu plein de moments merveilleux, mais les conditions étaient par moments très difficiles. Quand ça fait 3 semaines que vous n'êtes pas lavé, que moi, j'ai... il faisait 50 degrés, etc. C'est vrai qu'il y a des moments de plénitude, de vraie plénitude, mais il y a des moments où vous en avez ras-le-bol. Vous dites, mais qu'est-ce que je fous là ? Donc, et ça permet de passer des... Mais cette rencontre-là, et ce que ça nous a appris, c'est aussi au travers d'Odette et de Marion, de leur relation. C'est aussi au travers des personnes avec qui on a échangé, avec qui on a discuté, des chameliers qui nous demandent... Le jeune chamelier demande à Marine, qui n'avait que Dieu pour Marine, demande à Marine, mais alors tu vis comment là où tu habites? Alors elle dit, en fait, c'est comme des maisons les unes sur les autres. Alors, il commence à regarder ça bizarrement, des maisons les unes sur les autres. Ah oui, en fait, il y en a peut-être 20, les unes sur les autres comme ça. Et donc, tu vis avec tes parents, tes grands-parents. Non, je vis seule. C'était complètement...
Oui, en fait, expliquer ce qu'est un appartement à quelqu'un de 25 ans qui a toujours vécu dans le désert avec une vie de nomade, donc c'est-à-dire dont l'objectif de la journée est d'aller au puits, d'un puits à l'autre pour nourrir les bêtes, on ne parle pas le même langage. Et d'ailleurs, ils nous ont dit, mais nous, pour rien au monde, on voudrait de votre vie. Vous venez ici, c'est horrible ce que vous vivez, vous dormez par terre, vous venez vous brunir la peau alors que vous avez de jolies peaux blanches, vous êtes fatigué. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Si vous venez ici, c'est que donc, vous n'êtes pas bien chez vous. Tiens, c'est intéressant. Donc voilà. Mais en même temps, tout ça, avec jusqu'au dernier moment où on s'est séparés, mais on pleurait. On pleurait parce qu'en fait, la vie, le lien, c'est pas là. C'est autre chose. Oui, et puis il y a aussi cette chose, alors, si on a juste un... On va... Oui, excusez-nous. Très rapidement, de dire que voilà, quand on dit aussi au revoir à ces gens, la question de l'adieu, parce que toutes ces personnes avec qui on passe des moments intenses, on vit chez les gens, on dort avec les gens, on partage une intimité comme ça en 2 jours, on se livre beaucoup parce qu'on sait aussi qu'on ne se reverra pas. Donc les rencontres sont très intenses et il faut dire au revoir. Et quand on dit au revoir, on sait qu'on ne les reverra pas, ces gens. On ne peut même pas les contacter. Si on va en Mauritanie, comment on les contacte ? Donc ça c'était difficile et en même temps... pour se réconforter, on se dit que si les rencontres sont aussi intenses, c'est aussi parce qu'il n'y aura pas de suite. Oui, et puis aussi parce que maintenir le lien, c'est aussi dans la mémoire. Je suis sûre qu'ils se souviennent de nous deux. Oui, et puis l'écriture. Et voilà. Et puis le livre. Et puis le livre nous permet. Voilà, nous pouvons aussi les. Voilà, le livre nous permet aussi de figer ces rencontres. Oui, tout à fait. Alors, il nous reste, 5 minutes. Peut-être pour prendre quelques questions, si éventuellement certaines personnes souhaitent intervenir. Je peux encore, Benoît ? On a peut-être 5 minutes. Alors, questions, mais aussi peut-être témoignages, interrogations, souvenirs à partager pour celles et ceux qui ont eu la chance peut-être d'aller en Mauritanie, monsieur ? Après, si vous avez des questions plus personnelles, vous pouvez venir aussi. Bonjour, j'ai trouvé d'abord super intéressant votre expérience et puis le fait d'avoir un peu le passé, le présent quelque part, 70 années je pense, même plus 80 ans en fait qui vous séparent. Et j'avais une question justement parce que on se demande un peu aussi si c'est un couple et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu creuser parce que justement vous parlez du fait que dans les années 30 par exemple c'était pas du tout accepté en France, mais à l'heure actuelle je sais qu'en Mauritanie par exemple il me semble passible de peine de mort d'être homosexuel et donc je sais pas si vous avez creusé ce c'est un sujet très intéressant, on a peu de temps mais alors oui en fait pour nous c'était un couple parce que c'est un couple, elles vivent ensemble etc. On ne sait pas si elles ont consommé pour dire ça trivialement, si elles ont des relations charnelles ou pas, mais en effet c'est un couple parce que c'est une équipe dans la vie. Après ce qui est très amusant à ce niveau-là, donc oui en effet selon la République islamique, alors dans les textes c'est la charia qui s'applique et donc homosexualité passible de la peine de mort. La réalité est tout autre et pour donner l'exemple, nous avec notre première équipe de guides pendant 3 semaines, on a voyagé avec eux pendant 3 semaines et un soir on arrive dans une auberge. Et ils nous prennent une chambre avec un lit. Et on arrive, on dit, il n'y a pas de chambre avec deux lits. Ils nous disent, on voit qu'il y a une incompréhension. Ils disent, voilà. C'est un couple. Ils pensaient qu'on était un couple. Et ça ne posait aucun problème. Ça n'a jamais posé de problème. Et nous, on était là, mais non, pas du tout. Non, on est juste amis, etc. Comme si on devait se justifier en plus, alors que pas du tout. Et eux nous disaient, non, mais... En fait, peu importe, ça n'est pas la question. Et à l'inverse, en France, quand on va à des salons ou des rencontres, etc., c'est une question qu'on nous pose très souvent, de savoir, avant même de nous poser des questions sur le livre, parfois, de gens qui nous demandent si nous formons un couple à la ville. Voilà, donc on trouve ça nous amuse toujours de se dire qu'en Mauritanie, on nous a jamais posé la question, et tout le monde pensait qu'on était un couple, et ça n'a jamais été un problème, alors qu'en France, c'est quand même la première question que posent les gens. Voilà.
C'est effectivement assez amusant de le noter. Vous vous êtes aussi présenté comme la mère et la fille, parce qu'il ne fallait quand même pas dire que vous étiez journaliste. Hein, ça serait encore un autre point à creuser, mais voilà, pas journaliste. Écrivaine, très bien, mais plutôt... Et encore, parfois, moi, j'étais mère de famille. Mère de famille. Donc, quand il me regardait, il me disait, mais c'est pas un métier. Et je disais, pardon. Je suis très fatiguée, monsieur. Je travaille beaucoup plus que vous. Et comme je haussais le ton, il disait, oui, madame, c'est bien, c'est bien. Et elle, étudiante. J'étais étudiante. Vaguement étudiante. Voilà. Je ne savais pas trop ce que je faisais, mais peu importe. Bien, alors je ne sais pas s'il y a une autre question ou remarque ou souvenir, monsieur. Que sont-elles devenues après ces 3 voyages? Grande question. Alors, après déjà, elles se sont fâchées avec beaucoup de gens lors de leur dernier voyage. Non, mais c'est une donnée importante. Surtout Odette. Bon, la guerre, elles n'ont pas pu retourner en Mauritanie parce que la guerre est passée par là et c'était compliqué pour elles. Donc, elles sont retournées après dans les années 60. Leur dernier voyage, c'était en 61. Elles étaient très amies avec Mokhtar Ould Daddah, le président de l'indépendance, avec qui elles se sont fâchées parce qu'il y avait eu des essais nucléaires en Algérie et que Odette était devenue une fervente anticolonialiste. Avait un peu retourné sa veste. Enfin, voilà, elle s'est fâchée avec beaucoup de monde et avec ses amis les plus proches en Mauritanie. Et elles ont fini leur vie à Rabat, au Maroc. Elles sont parties au Maroc. Alors, dans la biographie de Monique Vérité, la raison de leur départ, c'est qu'elles avaient été appelées par la télé marocaine pour faire des émissions. Ce qui nous a semblé un peu étrange, parce que l'une avait 72 ans et l'autre 68. Enfin, elles étaient déjà assez vieilles. Pourquoi le Maroc appellerait des Françaises pour la télévision? Enfin, il y avait pas mal de zones d'ombre dans leur vie, mais la fin de leur vie était pour nous on avait beaucoup d'interrogations sur ce passage-là. Et donc, on a fait des rencontres. Je te laisse continuer. Non, je vais continuer. Voilà. Donc, on a rencontré notamment Myriam Ould Daddah, la femme du président de l'indépendance, qui est une Française qui a épousé cet homme et qui est arrivée à Nouakchott dans les années 50. Qui a très bien connu Odette, qui est fâchée avec Odette, qui n'appréciait pas du tout Odette, et qui nous a dit quand même, allez au Maroc, allez à Rabat. Voilà, au revoir. C'était super de se rencontrer, allez à Rabat. Donc finalement, on avait bien fait de ne pas prendre de billet de retour, donc on est allé de Nouakchott à Rabat. Et là, on a... Et là, en fait, ce qui est formidable à Rabat, c'est qu'on y a passé donc les derniers jours de notre voyage. C'était pas prévu, et c'est vraiment à l'image de notre quête et de notre voyage. C'est-à-dire qu'on a passé 2 mois sur les traces de ces femmes, à essayer de retrouver des personnes qui les auraient connues, qui s'en souviendraient, de retrouver des lieux où elles étaient passées, d'essayer de comprendre la Mauritanie des années 30, la Mauritanie d'aujourd'hui. Et on arrive à Rabat, et là, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire là? Et donc, on avait une seule chose, c'était l'adresse de l'endroit où ils avaient vécu. Donc, on va, place Sefra, et là, il n'y a plus de maison. La maison a été détruite, il y a des immeubles, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, on essaie de parler à un gardien... Quoi? Toc, 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 on essaie de parler à un gardien d'immeuble, mais il parle arabe. Alors il dit, il y a un Français là-bas qui va pouvoir traduire. Et là, on est rentré, vraiment, la fin de notre voyage, on est rentré dans un roman de Modiano. On a tourné pendant plusieurs jours, de fil en aiguille, d'un personnage, d'un nom à un autre, chez un antiquaire, qui nous a envoyés par là. En marchant dans la rue, il y a un homme qui nous a fait une révélation, qui a été une bombe atomique sur nos 2 aventurières, mais on ne vous dit pas. C'est à la fin du récit, et qui d'ailleurs nous a un petit peu éclairé sur les méandres des engagements ou des non-engagements de ces femmes. Mais c'était fabuleux. Jusqu'à la dernière seconde, on était en haleine. Et on a essayé de tenir ça jusqu'à la dernière phrase du livre. Oui. Il y a une incantation à la fin. Mais là aussi, je vous laisserai... il faut vraiment le découvrir. On ne vous répond pas complètement, monsieur, mais il faut vraiment le découvrir à travers le livre. Eh bien, et puis, si vous le voulez bien, d'ailleurs, je vous inviterai, puisque nous sommes vraiment au terme de cet entretien dont je vous remercie infiniment, Catherine et Marine. Merci beaucoup pour cette très belle modération. Bel échange. Et merci à vous. Merci à tous d'avoir été présents. Et on peut vous retrouver à la librairie, puisque vous allez vous y diriger pour des séances de dédicaces et éventuellement poursuivre la conversation. Merci à toutes les deux, merci à vous de votre écoute. Merci.